On a tous déjà vécu ça, non? Plonger la main dans de l'eau tiède et pourtant la sentir froide. Alors dans l'analyse qui suit, on va essayer de comprendre pourquoi nos sens nous jouent des tours et surtout comment la science, elle, nous donne la vraie mesure des choses. Alors voilà le programme. On va commencer par démêler la chaleur et la température. Ensuite, on verra l'instrument qui mesure ça, le principe de la dilatation thermique, les différents états de la matière et pour finir, comment tout ça se transforme. Allez, c'est parti. Explorons d'abord comment nos sensations peuvent parfois nous égarer. Bon, première étape, et c'est une confusion super courante, on va s'attaquer à la différence entre ce qu'on ressent comme de la chaleur et ce que la science mesure comme étant la température. Le chaud, le froid, ce sont des sensations tellement familières, n'est-ce pas? Mais la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce que notre peau nous raconte? Et si en réalité tout était un peu plus complexe que ça? Ok, pour bien voir à quel point notre perception peut être, disons, un peu trompeuse, jetons un œil à une expérience toute simple, mais franchement très, très parlante. Et là, c'est assez dingue. La main qui était dans l'eau froide a l'impression que l'eau tiède est chaude. Et l'autre main, celle qui sortait de l'eau chaude, a l'impression que cette même eau est froide. C'est fou, non? Elles sont pourtant dans le même bol. Voilà, c'est ça le point crucial à retenir. La chaleur, au fond, c'est une sensation. C'est subjectif, personnel. Alors que la température, c'est une mesure. C'est objectif, universel et surtout fiable. Bon, si on ne peut pas se fier à nos mains, comment on fait? Eh bien, il existe un outil pour ça, un outil qui, lui, ne se trompe pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et le voilà, le héros de notre histoire, le thermomètre. C'est l'instrument qui nous donne une mesure objective et reproductible, à chaque fois. Mais alors, comment ça marche un thermomètre? C'est assez simple en fait. Il y a 3 parties clés. D'abord, un réservoir qui contient un liquide. Ensuite, un tube en verre très très fin où ce liquide peut monter. Et enfin, une échelle graduée pour pouvoir lire la mesure. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui donne sa précision. On pourrait se dire, mais pourquoi on n'utilise pas tout simplement de l'eau? Après tout, c'est le liquide le plus courant. Eh bien, il y a une excellente raison scientifique pour ça. Et là, l'image est très claire. La courbe de l'eau. Sa température se bloque à 0 degré quand elle gèle et à 100 degrés quand elle bout. Ça crée des paliers. L'alcool, lui, a une courbe beaucoup plus régulière, constante. C'est pour ça qu'il est bien plus fiable pour une mesure précise. D'accord, on sait maintenant ce qu'il y a dans un thermomètre. Mais pourquoi est-ce que le liquide monte dans le tube quand il fait plus chaud? Ça, c'est grâce à un principe physique fondamental, la dilatation thermique. Cette petite expérience le montre parfaitement. On chauffe le récipient. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, le liquide coloré dans le petit tube se met à monter. C'est la preuve directe d'un principe de base. Quand on chauffe un liquide, il prend plus de place, il se dilate. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. C'est tout simplement la tendance de la matière à changer de volume quand la température change. Et c'est exactement ça le secret du fonctionnement du thermomètre. Maintenant, on va faire un zoom au niveau microscopique. On va quitter ce qu'on peut voir à l'œil nu pour plonger dans le monde invisible des molécules. C'est là que se trouve la clé de tout. En fait, la température, ce n'est rien d'autre que la mesure de l'agitation des molécules. Plus elles s'agitent, plus c'est chaud. Et c'est cette agitation qui va déterminer si la matière est solide, liquide ou gazeuse. C'est une sorte de danse moléculaire en fait. Dans un solide, les molécules sont bien rangées. Elles vibrent juste un peu sur place. Dans un liquide, elles sont plus libres. Elles glissent les unes contre les autres. Et dans un gaz, eh bien là, c'est le chaos complet. Elles foncent dans tous les sens et occupent tout l'espace. Et tout ça, ça nous amène au phénomène le plus spectaculaire. Quand on ajoute ou qu'on enlève assez de chaleur, la matière ne reste pas dans son état. Elle se transforme. C'est ce qu'on appelle les changements d'état. Ce diagramme montre bien toutes les possibilités. La matière n'est jamais figée. Elle peut passer de solide à liquide, de liquide à gaz et inversement. Et ces processus, on les voit absolument tous les jours, tout autour de nous. Pour résumer, c'est simple. Quand on ajoute de la chaleur, on donne de l'énergie aux molécules. Elles s'agitent plus, ce qui mène à la fusion, la glace qui fond, ou à la vaporisation, l'eau qui bout. Et à l'inverse, si on enlève de la chaleur, on les calme. Ça provoque la condensation, comme la rosée, ou la solidification, comme l'eau qui gèle. Et pour voir tout ça en action, pas besoin d'aller dans un laboratoire, un tour dans la cuisine suffit. Regardez bien cette scène. La vapeur qui s'échappe de la casserole, ça, c'est de la vaporisation. La buée qui se forme sur la fenêtre froide, c'est de la condensation. Et bien sûr, les glaçons dans le congélateur, c'est le résultat de la solidification. Tout y est. Et voilà,
Une fois qu'on a l'œil pour ça, on se rend compte que ces principes de physique sont littéralement partout, tout le temps. Alors, la prochaine fois qu'on préparera un repas ou qu'on prendra une boisson fraîche, essayons de compter. Combien de changements d'état peut-on observer?